Bonjour et bienvenue à nos rendez-vous d'experts. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour traiter d'un sujet plus que d'actualité. Comment gérer les impacts psychologiques liés à la crise sanitaire sur vos personnels? Ce thème suscite beaucoup d'intérêt car vous êtes de nombreux établissements privés, publics ou associatifs présents avec nous et nous vous en remercions sincèrement. Avant de démarrer, un petit point d'organisation. Nous aurons une session dédiée aux questions-réponses à la fin des interventions. Donc, tout au long de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet que vous retrouvez sur la droite de votre écran. Pour animer ce webinaire, dont deux experts parmi nous, donc nous accueillons tout d'abord Brigitte Vaudelon, psychologue et coach, auteur du très beau livre « La résilience, ça se cultive au quotidien ». Bonjour Brigitte. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Et nous accueillons également Damien Latrace, psychologue clinicien, coordonnateur de l'activité soutien psychologique et cofondateur de l'agence Apsis Conseil. Bonjour Damien. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Alors ce webinaire se déroulera en 3 parties. Tout d'abord, nous traiterons des effets de la crise sur vos personnels. Puis nous verrons les besoins qui sont générés ou amplifiés par cette crise que nous vivons. Et enfin, nous finirons par la résilience comme levier d'action efficace et innovant pour vos personnels. Donc, nous démarrons et je donne la parole à vous, Damien. C'est à vous. Merci Agnès et bonjour à tous. Merci à Cham également pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous au profit de l'accompagnement des personnels soignants. Donc, il me revient pour l'introduction de ce webinaire, de vous présenter quelques chiffres assez alarmants sur l'état psychique, effectivement, des professionnels de santé dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Alors, non pas pour ternir, je dirais, l'ambiance en ce début de journée, mais plutôt pour vous présenter, à presque un an de cette crise sanitaire, un état des lieux, un bilan avec quelques chiffres clés qui nous sont donnés notamment par Santé publique France, avec effectivement, on s'en rend compte, de septembre 2020 à novembre 2020, en seulement 2 mois, une augmentation massive des diagnostics de troubles anxio-dépressifs. Également, si l'on fait le focus sur effectivement les professionnels de soins, on se rend compte que 74% affirment que la crise a clairement dégradé leurs conditions de travail. Comme nous allons le voir un petit peu plus loin, cette crise elle est venue exacerber des troubles déjà existants. Nous avons également 40% de ces personnels de soins qui ont consulté un spécialiste, un médecin, un psychologue ou un psychiatre. Et on s'en rend compte effectivement en tant que psychologue, on a eu vraiment et encore aujourd'hui un tsunami psychiatrique avec une augmentation massive des demandes de prise en charge. 84% également de ces professionnels estiment qu'être reconnus les protégerait de leur souffrance. Alors ici, il faut y entendre 2 modes de reconnaissance, à la fois celle du psychologue qui va effectivement reconnaître cette souffrance, l'écouter, la recueillir, la qualifier, la diagnostiquer parfois pour mieux l'accompagner, mais également cet appel à la reconnaissance de l'employeur par rapport au niveau de souffrance généré dans le travail par des conditions sanitaires très spécifiques. Et puis, on pourrait citer de nombreux chiffres, les études affluent sur le taux d'augmentation des syndromes d'épuisement professionnel chez les médecins, chez les infirmiers, en tout cas un terreau qui est vraiment fertile à l'avènement de nombreux troubles, nombreux risques au sein même du travail. Alors, très simplement, et on s'accorde tous en tant que professionnels du soin pour le constater, à la fois dans les consultations, je dirais privées, auprès des familles, auprès des couples, mais également dans le milieu professionnel, cette crise, elle va surtout exacerber des troubles déjà existants. Et les tensions qui existaient hier vont vraiment se transformer avec cette crise en conflit. Ça, c'est un point vraiment très caractéristique de la période actuelle. Si maintenant on descend, je dirais, dans le détail de ces différents troubles et comportements liés directement à la crise sanitaire, on va constater alors plusieurs choses. La première, en termes de comportement chez les professionnels de santé, on se rend compte qu'on va avoir 2 types de profils différents, avec beaucoup de soignants qui vont être plutôt dans le surinvestissement. Cette crise va vraiment leur donner un rôle extrêmement important dans leur environnement de travail. On compte sur eux. Donc, il y a vraiment ce souci, je dirais, vraiment de répondre à leur mission
auprès des patients, auprès des résidents et auprès des familles en surinvestissant leur rôle. Et puis à l'inverse, on va avoir plutôt des comportements de retrait, alors qui vont traduire ce sentiment de peur face à un contexte extrêmement anxiogène, et puis évidemment les situations d'arrêt de travail liées à cette crise sanitaire. Néanmoins, on se rend compte que cela peut générer une création de camps avec ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là. Également, en termes de symptômes, un sentiment massif de peur. On l'a dit, nous sommes dans un contexte extrêmement anxiogène qui va vraiment mener au développement d'une hypervigilance, notamment dans le respect des gestes barrières. Et on va se rendre compte des retours d'expérience de ces professionnels de santé que cette hypervigilance, elle va être présente dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle. Donc finalement, une attention perpétuelle va être là et source, on va le voir, d'une fatigue importante. En termes de comportement, on se rend compte aussi que cette crise vient challenger un petit peu les vocations. Et finalement, le sens de l'activité, l'acte de soin en lui-même, finalement, avec toutes ces barrières, toutes ces nécessités de protection dans le contexte sanitaire actuel, ces actes de soins vont devenir des actes mécaniques, purement techniques. Ça va énormément affecter, je dirais, cette vocation, ce sens du travail premier et mener de la part de certains professionnels à des souhaits de transition professionnelle à un moment donné. Ce qui traduit vraiment cette lassitude grandissante d'un contexte où on est dans une situation qui s'inscrit sur le long terme, ce qui peut mener à une certaine désespérance, une certaine lassitude. In fine, on se rend compte, et j'en parlais tout à l'heure avec l'augmentation des situations d'épuisement professionnel, on a beaucoup de pros qui sont dans un état de fatigue physique, une fatigue psychique, une fatigue émotionnelle extrêmement importante, avec le développement de symptômes très spécifiques et récurrents. Et alors, Damien, quels sont les symptômes spécifiques? De quoi parle-t-on, en fait, vraiment? Alors, c'est évidemment très variable d'un individu à l'autre. Pour autant, dans les motifs de plainte récurrents que nous allons avoir chez ces professionnels de santé, on va avoir de manière massive alors ce sentiment de fatigue, cette expression de fatigue, des conflits, on l'a dit à l'échelle organisationnelle, beaucoup de troubles du sommeil. Énormément de troubles du sommeil, troubles du comportement alimentaire également, une certaine labilité émotionnelle avec des situations qui les mettent sous tension. Voilà. Très bien, merci Damien. Alors, nous les psychologues, nous aimons beaucoup les citations. Elles ont le mérite de pouvoir résumer en peu de mots une philosophie entière. Je crois que Brigitte en a quelques-unes sous le coude, sans vouloir vous spoiler, pour pouvoir vous présenter le concept de résilience et en quoi cela peut constituer une hygiène de vie au quotidien pour renforcer la capacité des équipes et des individus à faire face. On a trouvé que Sénèque, pour ça, était un bon mentor. Alors effectivement, la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Nous, ce qu'on constate dans cette crise en tant que professionnel de santé, c'est qu'elle a été aussi l'occasion pour des établissements et des professionnels, même si le chemin reste encore long à parcourir, de pouvoir aller vers des solutions de soutien psychologique, lorsque spontanément, ils ne l'auraient pas fait. Donc ça veut dire que c'est l'occasion aussi, durant cette crise, de pouvoir, je dirais, créer des automatismes pour aller vers une meilleure qualité de vie au travail demain, grâce à des outils psychothérapeutiques, des approches psychocorporelles, du coaching également. Nous, on se rend compte en termes de retour d'expérience qu'en fait, on a utilisé ce qu'on connaissait déjà avec des groupes de parole, du soutien psy individuel, avec néanmoins, encore une fois, cette variante qui était la demande de la part des professionnels d'aller vers des approches moins conventionnelles, avec des approches psychocorporelles, alors notamment le MDR, toutes les techniques qui vont viser aussi, je dirais, à diminuer l'angoisse, ce qui est normal dans un contexte extrêmement anxiogène où finalement ce stress se chronicise et vient s'inscrire dans le corps et impacter la santé mentale. Il y a vraiment cet appel à avoir des outils concrets, et on va le voir tout à l'heure, pour pouvoir descendre un petit peu en pression. Et finalement, nous, durant cette crise, toutes ces approches avec les groupes de parole, tous ces leviers d'accompagnement individuel, nous les aurons surtout développés en distanciel et on s'est rendu compte en fait que c'était l'occasion de nous adapter, nous, en tant que professionnels de la santé, pour toucher, couvrir
également ce champ de la santé psychique et être dans un acte de soins à distance. Et en fait, on s'est rendu compte que ça permettait aussi de toucher des populations qui, crise sanitaire ou pas, n'avaient pas l'habitude d'aller chez le psychologue. Dans les zones, par exemple, extrêmement sinistrées en termes de psychologues ou chez les professionnels qui auraient développé des phobies sociales, qui se situeraient en arrêt de travail, n'auraient pas forcément la possibilité d'aller voir le psychologue. Là, on a pu identifier justement des leviers nouveaux grâce à cette crise. Brigitte, je crois que de ton côté, effectivement, il y a aussi différents leviers qui ont pu être expérimentés. Oui, donc effectivement, si l'on poursuit sur les solutions qui ont été mises en place par le groupe CHAM pour répondre à la demande des établissements et des personnels, on a été amené aussi à innover. C'est ce que la crise nous a permis très clairement. Et innover à travers notamment des solutions mixtes, d'accompagnement mixte, le blended learning, comme on dit en anglais. Donc, c'est-à-dire des solutions qui mixent à la fois des contenus de formation avec des exercices, mais aussi de l'accompagnement en distanciel, des programmes donc en ligne accompagnés par des coachs. Et donc, moi, je vais vous parler plus spécifiquement d'un programme que j'ai co-construit avec les équipes de CHAM qui s'appelle Cultiver sa résilience. Et c'est, je dirais que le contenu que je vais partager avec vous sur la résilience, il est vraiment issu de ce travail en collaboration avec les équipes de CHAM sur ce programme. Très bien, merci Brigitte. J'ai deux petites questions. La première, si je me mets dans le rôle d'un directeur d'établissement ou d'un manager, ça peut paraître complexe en fait de savoir que faire si on sent un de ses collaborateurs qui a besoin d'accompagnement. Parce que n'est-on pas un peu la limite de la sphère privée sur ces sujets-là? Oui, alors il y a la question effectivement l'imputabilité du mal-être à l'employeur ou à la sphère privée par rapport au choix de vie personnelle, à l'histoire de chacun. Ce dont on se rend compte, c'est que même lorsqu'un motif, je dirais, de mal-être trouve son origine dans la sphère privée, ça va avoir un impact sur la sphère professionnelle. Alors, est-ce effectivement à l'employeur de les prendre en charge spontanément? Le sujet est discutable. Pour autant, on peut également se dire que au vu des impacts que cette situation de souffrance peut avoir sur le lieu du travail en termes d'implication, en termes de motivation, en termes d'absentéisme, finalement, l'employeur a bien son rôle à jouer pour pouvoir, je dirais, prévenir l'ensemble de ces risques qui vont avoir une incidence sur la qualité du soin. Très bien. Et ma deuxième petite question, c'était, dans certains établissements, il y a un psychologue en interne. Alors, pourquoi faire appel à un psychologue externe? Oui, vous avez raison, Agnès. En fait, alors ça a été, il y a eu le développement à une période de beaucoup de psychologues, effectivement, qui sont intervenus dans les établissements, les psychologues de service qui étaient très sollicités, effectivement, par les professionnels. Alors, ce qui est toujours délicat, c'est que dans ces cas-là, le psychologue est employé, effectivement, par l'employeur. Ce qui veut dire que parfois, les professionnels de santé peuvent, je dirais, être un peu partagés, même s'ils en ont clairement besoin, avec l'idée qu'ils puissent aller consulter en interne, mais que peut-être ce qui se dira ne sera pas totalement confidentiel. Ça, c'est un aspect. Et je dirais l'aspect le plus important, c'est que chez les psychologues, vous avez plus d'une trentaine de spécialisations différentes. Vous avez des psychologues qui vont davantage intervenir sur le champ des groupes de parole, sur le champ de l'analyse des pratiques professionnelles. D'autres qui vont être spécialisés plutôt dans ce qu'on appelle la cure par la parole, qui permet aux professionnels, aux patients de mettre en mots. Quand d'autres vont être spécialisés plutôt dans les thérapies brèves, qui seront, elles, plus adaptées, par exemple, à la gestion de certains traumatismes, de certains accidents qui peuvent survenir sur le lieu de travail. Et justement, le contexte actuel a été très propice à justement des visions, certaines expériences traumatiques qui nécessitent des approches bien particulières. Très bien. Merci beaucoup, Damien. On entend beaucoup parler de résilience dans un contexte d'événements traumatiques. Brigitte, pouvez-vous nous en dire plus?
Alors, bien volontiers, puisque c'est un sujet que j'ai exploré et qui me passionne. Donc, j'espère vous faire partager cette passion pour la résilience aujourd'hui. L'approche que je vais vous présenter est vraiment, je dirais, en préalable. C'est une approche qui s'adresse à tous. Vous parlez effectivement, Agnès, de trauma. On a cette notion que la résilience, effectivement, on l'active suite à des choses traumatisantes ou potentiellement traumatisantes. L'approche que je vous propose aujourd'hui, c'est une approche pour tout le monde. Elle s'adresse à tous et pas uniquement aux gens qui vont mal, puisque, vous le verrez, il y a une vraie dynamique de prévention, en fait. Et c'est d'autant plus important que nous sommes aujourd'hui au cœur des établissements de santé, des établissements médico-sociaux, que l'on s'adresse à vous qui êtes en train de soigner ou d'accompagner d'autres personnes. Et ce que je vais vous proposer, c'est de prendre soin de vous-même aussi, de prendre ce webinaire et ces outils et ces informations pour vous-même. Parce que, comme le disent les hôtesses dans l'avion, en cas de dépressurisation, mettez d'abord votre masque à oxygène et ensuite, vous pourrez mieux aider les personnes qui sont autour de vous. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous mettre aussi au cœur de votre propre attention, de prendre soin de vous-même avant de pouvoir envisager de prendre soin de vos personnels, de vos patients ou des personnes que vous accompagnez. Voilà. Donc, la résilience, la définition en fait de la résilience que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est une définition qui est issue de la psychologie positive. La psychologie positive, c'est pas considérer que tout va bien dans le meilleur des mondes. On n'est pas chez les bisounours en psychologie positive. C'est un champ très sérieux de la psychologie qui étudie scientifiquement le fonctionnement humain optimal. Qu'est-ce qui fait que les gens qui vont bien, que les gens qui se remettent d'épreuves de vie s'en remettent? Donc, on étudie ce qui fonctionne bien pour en tirer un certain nombre d'enseignements, de leçons, de pratiques. Voilà ce qu'est la psychologie positive. Et donc, dans cette approche, la résilience n'est autre que la capacité à rebondir face à l'adversité. L'adversité, c'est quelque chose qui se met en travers de mon chemin, que je n'ai pas souhaité. C'est cette capacité à rebondir, mais aussi à grandir, c'est-à-dire à apprendre de ce qui m'arrive dans la vie. Voilà. Et pour illustrer cela, Damien vous disait effectivement, nous aimons bien les citations parce que parfois ça parle beaucoup plus que des grands concepts. La citation de Nelson Mandela à ce titre illustre très bien cette approche de la résilience quand il dit « Ne me jugez pas par mon succès, jugez-moi par combien de fois je suis tombé et je me suis relevé. » Donc la résilience, c'est pas de ne pas tomber, c'est de pouvoir apprendre à se relever une fois qu'on est tombé. Et ça, c'est un exercice et ça s'entraîne aussi. Donc, pour aborder en fait cette notion très vaste de résilience, je vous propose de la découvrir à travers 4 dimensions en fait, des dimensions qui sont complémentaires et qui permettent de structurer en fait l'approche. Et ce sont exactement les mêmes dimensions que les dimensions du programme en ligne Cultiver sa résilience. Et par quoi on commence dans le programme en ligne? On commence par la résilience physique. Damien vous a parlé tout à l'heure des risques de burn-out, vous a parlé tout à l'heure d'un certain nombre de symptômes et de mal-être. Il est absolument indispensable quand on traverse des choses difficiles de prévenir le stress chronique, d'éviter de tomber en stress chronique. Donc cet aspect de résilience physique vise à ça. Il y a également un aspect de résilience émotionnelle. Damien vous disait, grande fatigue émotionnelle chez les professionnels de santé et des établissements médico-sociaux, effectivement. Donc, comment on prend soin également de ces émotions pour ne pas se laisser embarquer par des émotions négatives, comment on rebooste ces émotions positives. Il y a également un aspect de résilience mentale. Ce n'est pas simple parce que notre mental est le premier à vouloir nous piéger parfois en nous faisant croire des choses qui ne sont pas forcément la réalité. Donc, la résilience mentale, c'est aussi d'apprendre
à déjouer ça, à identifier un certain nombre de pièges mentaux et à piloter ses pensées. Comme un sportif apprend des gestes techniques, on peut aussi apprendre à piloter ses pensées. Et puis, il y a la résilience par l'action, qui est le fait de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de choses qui nous permettent effectivement de surmonter des difficultés et d'avancer malgré tout. Voilà, donc ça, c'est l'approche en 4 dimensions que je vous propose. Pour commencer avec la résilience physique, alors bien évidemment, le programme en ligne est beaucoup plus riche que cela, mais nous sommes, je dirais, pris par le temps. Donc, j'ai sélectionné simplement 2 exercices dont je souhaite vous parler. Pour prévenir le stress chronique, puisque c'est bien là l'objectif, il est important de réapprendre à se détendre. Donc, faire des pauses, faire des siestes, pratiquer des exercices comme le body scan, par exemple, qui sont des exercices de relaxation où l'on va des pieds à la tête apprendre à se détendre. Et puis, des petites pratiques toutes simples et terriblement efficaces, comme la respiration de cohérence cardiaque, qui consiste à respirer sur un certain rythme en inspirant plus rapidement que l'on expire. Ce que je vais vous proposer à ce stade du webinaire, puisque je vous ai invité aussi à prendre soin de vous-même avant de prendre soin des autres, je vais vous inviter à poser vos 2 pieds bien à plat au sol, détendre votre dos et de pouvoir tout simplement vous fermer les yeux si cela est confortable pour vous. Et vous pouvez mettre vos mains sur le ventre ou sur vos cuisses et simplement porter votre attention à votre respiration. Simplement vous concentrer sur votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et votre ventre qui se dégonfle à l'expiration. Simplement constatez votre respiration telle qu'elle est maintenant, sans la juger. Et peut-être faire un doux effort pour approfondir cette respiration en la situant au niveau de votre ventre. Et veillez quand vous expirez à expirer le plus doucement, le plus tranquillement possible. Voilà, simplement cela. Et maintenant, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Vous êtes autorisé à vous étirer, à bâiller. Voilà, n'hésitez pas à bâiller et à reprendre le cours de ce webinaire. Voilà. Donc ça, c'est une petite pause, vous voyez, qui fait moins de 2 minutes et que l'on peut faire facilement aussi avec des applis, puisqu'il existe des applis de cohérence cardiaque qui nous invitent effectivement à inspirer sur 4 secondes et à expirer sur 6 secondes. Et si vous faites cela 3 fois par jour, à raison de 3 minutes par jour, vous en retirerez déjà certains bénéfices. Alors, je ne dis pas que ça suffit dans un contexte hautement stressant et anxiogène, mais c'est un petit pas. Et on peut considérer tout ce que l'on fait pour soi comme un petit pas vers soi-même et vers sa santé. Voilà, pour la résilience physique. Maintenant, je vous ai parlé aussi tout à l'heure de la résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle, c'est intéressant, c'est important, parce qu'on a tendance à se laisser embarquer dans des pensées négatives quand on rencontre des difficultés et donc dans des émotions négatives de style la peur, la colère, la tristesse. Voilà, des émotions qui ne sont pas forcément très agréables. Or,
Or, il est possible et il est même souhaitable en période difficile de mobiliser ces émotions positives. Et pour cela, il existe un certain nombre de pratiques que l'on peut s'entraîner à faire, parce que c'est un entraînement, tout ça, que l'on peut mettre en œuvre. Et notamment, on peut choisir une pratique, la mettre en œuvre pendant 3 semaines. Et je vous invite, par exemple, à essayer la cure de kiff. La cure de kiff, ça consiste en quoi? Ça consiste à, le soir, que ce soit avant de s'endormir ou au dîner, en famille, se remémorer des bons moments de sa journée ou se remémorer des bons moments de sa semaine à la fin d'une semaine. Se les remémorer pour les revivre, en fait, pour s'en nourrir à nouveau. Parce que bien souvent, on ne passe pas assez de temps, on ne consacre pas assez d'attention aux choses chouettes qui nous arrivent. Donc, ça peut être simplement un rayon du soleil, simplement l'attention de quelqu'un que l'on apprécie, et de pouvoir effectivement mettre en œuvre une cure de kiff pour se rebooster, comme on prendrait en fait des vitamines, parce que ce sont véritablement des vitamines émotionnelles. On peut aussi s'entraîner à redécouvrir les choses avec l'esprit du jeune enfant. Et d'ailleurs, quand on travaille avec des enfants ou quand on voit de jeunes enfants et qu'on les voit s'émerveiller devant une fleur ou une coccinelle, on se rend compte qu'effectivement, parfois, qu'on a perdu cette capacité d'émerveillement pour le beau. Beaucoup de personnes, à l'occasion de la crise sanitaire, ont redécouvert les joies de la nature quand elles ont pu retourner dans la nature. Donc, c'est redécouvrir avec cet esprit innocent, ça fait énormément de bien. C'est de pouvoir vivre les choses aussi avec sensorialité, de pouvoir vivre à travers le goût, l'odorat, je dirais des choses plus tactiles, de pouvoir effectivement apprécier ces 5 sens. Ça fait du bien aussi aux émotions. Et puis, il y a un petit exercice tout bête qui est de faire « i » devant son miroir le matin, parce que quand on fait « i », on mobilise ses zygomatiques et donc le cerveau considère que l'on est dans une bonne journée. En fait, ça met une touche de positivité. Tout ça, bien évidemment, en complément d'approches physiques, de marcher dans la nature ou de danser ou d'avoir de l'exercice physique, ce qui est véritablement générateur d'émotions positives également. Merci Brigitte. Alors, je suis vraiment très fan de ces approches et je crois que ma préférée, faire la cure de kiff, est vraiment quelque chose d'incroyable et je pense qu'en effet, nous devrions tous nous la prescrire au quotidien. J'ai une question, Brigitte. Est-ce que donc la résilience émotionnelle consiste en fait à écarter ces émotions négatives, type la colère, la peur, la tristesse, et pour ne se focaliser que sur nos émotions positives? Merci pour cette question. Effectivement, j'ai abordé rapidement les émotions négatives, mais c'est important de dire que la première chose à faire face à des émotions désagréables, colère, peur, tristesse, c'est de les identifier et de les accueillir parce qu'elles ont des choses à nous transmettre. Donc, à travers ces émotions, quels sont mes besoins en fait, et prendre soin de ces besoins avant même de considérer développer des émotions positives. C'est extrêmement important, votre question, Agnès. Merci de l'avoir posée. Merci, Brigitte. Et donc, la résilience mentale maintenant, il y aurait beaucoup à dire. Je vais simplement partager avec vous une approche issue de la psychologie positive pour booster son mental. Il s'agit de questions, c'est une boîte à questions que je vous propose là, de questions pour pouvoir identifier ses forces. Et on a bien du mal parfois en période difficile à retrouver ses forces également, ses forces mentales, ses qualités. Donc, pour cela, il y a une approche qui est très très simple, qui est de se poser la question: dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que j'ai le plus apprécié? Identifier des circonstances, des moments précis, des situations concrètes où vraiment je me suis sentie pleinement bien. J'avais du plaisir au travail, je me sentais épanouie, j'étais fière de moi, j'estime que j'ai eu à ce moment-là une réalisation importante. Quels sont ces moments? Et je peux les faire revivre en fait. Je peux me les rappeler et je peux les faire revivre. Et à travers ces moments, ce qui est important, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui a permis ça?
quelle qualité j'ai dû mettre en œuvre pour arriver à cela, en fait. Et c'est comme ça que l'on arrive à identifier ses forces et que l'on peut remobiliser ses forces et rebooster ses forces. Donc, c'est une approche également très énergisante. Et enfin, je dirais que pour conclure par la résilience, par l'action, parce que l'action nous permet aussi d'avancer. Pas une action désordonnée, pas une action n'importe comment, mais une action juste, parce que j'ai pu effectivement identifier mes besoins, parce que j'ai pu prendre un certain recul sur moi-même, identifier mes forces. Qu'est-ce que je peux faire dans une situation donnée? Même si c'est une crise, même si je pense que je n'ai pas beaucoup de levier, j'ai envie de partager avec vous cette notion de crise en chinois. Vous voyez à l'écran effectivement 2 caractères qui sont indissociables en chinois pour parler de la crise. Le premier caractère qui signifie danger, menace, épée de Damoclès au-dessus de ma tête, et le deuxième qui est imbriqué dans le mot même de crise en chinois, qui est l'occasion à saisir, l'opportunité au cœur du danger. Donc, si je suis face à une situation difficile, quelle opportunité me donne cette situation? Il y a forcément des choses que la situation va me permettre alors qu'avant, je ne pouvais pas le faire. Donc, c'est avoir ce regard un petit peu décalé sur les choses. Et une question que j'ai envie de vous poser à vous tous, à vous toutes, c'est « et vous ?» Qu'allez-vous faire de ce webinaire? Qu'allez-vous faire pour cultiver votre résilience? Est-ce que vous avez une intention, une pratique, une bonne résolution que vous souhaitez mettre en œuvre pour vous-même? Voilà la réflexion que je vous invite à avoir suite à ce webinaire. Merci beaucoup Brigitte, c'était passionnant. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir le superbe livre justement de Brigitte, La résilience, ça se cultive au quotidien. Il vous donnera plein d'autres billes, des exercices, une approche très ludique de la résilience. Un livre vraiment qu'on vous conseille de lire et ou d'offrir parce qu'il fait un bien fou et je pense qu'en ce moment, on en a tous besoin. Nous allons passer maintenant donc à la session des questions-réponses. Vous êtes nombreux à en avoir posé, donc dans le temps imparti, nous ne pourrons malheureusement pas tout y répondre. Par contre, et ça permet de répondre déjà à quelques questions, oui, nous vous enverrons d'ici quelques jours un lien vers un replay de ces interventions. Et avec ce lien, vous trouverez à ce moment-là par écrit la réponse à toutes vos questions. À tout de suite. Et nous démarrons par la première question. Damien, que veut dire MDR en dehors de mort de rire? Alors, très simplement, effectivement, j'ai poussé le lien vers l'association MDR Europe qui me rentrera vraiment dans le détail. Ce que je peux vous dire pour vulgariser un petit peu la notion, l'approche, c'est que c'est une thérapie brève qui travaille en fait avec le mouvement des yeux. Très simplement, ça permet l'assimilation de souvenirs traumatiques, d'expériences de stress aigu qui n'ont pas en fait été traités par les ressources cognitives. Donc, ça peut en fait... Cette absence d'assimilation peut générer des troubles très envahissants au quotidien, comme des reviviscences de l'événement traumatique, un accident de voiture, un attentat, un conflit important sur le lieu du travail. Ça peut être également des cauchemars pendant la nuit. En tout cas, voilà, de multiples impacts sur le fonctionnement psychique et l'attention. Et en fait, ce travail avec la latéralité, en fait, le mouvement des yeux va permettre l'assimilation et le traitement de ces souvenirs traumatiques. L'avantage, c'est qu'effectivement, on va arriver, en tout cas sur les retours d'expérience que nous avons aujourd'hui, à vraiment une amélioration, voire une annihilation totale des symptômes liés à cet état de stress post-traumatique très rapidement. En fait, au bout de 6 séances, on va avoir vraiment une stabilisation émotionnelle et une diminution, voire une annihilation des symptômes. Très bien, merci Damien. Une autre question, Damien, toujours. L'IMDR en distanciel, est-ce envisageable? Le MDR, alors oui, effectivement, et nous l'avons d'ailleurs développé durant cette période, ça a été une des occasions
que nous a permis je dirais, d'expérimenter cette crise sanitaire. Et toujours aujourd'hui, aujourd'hui, on est dans un contexte de traumatisme collectif, ce qui veut dire qu'on se rend compte très simplement que ce traumatisme lié à la crise sanitaire fait écho, rappelle des traumatismes passés chez l'individu. C'est là où il y a vraiment un travail intéressant à faire. Et chez des individus qui étaient vraiment privés d'un psychologue spécialisé en EMDR comme voisin, ça nous a permis vraiment d'expérimenter en EMDR avec une webcam, avec aussi par téléphone. Ça peut se faire sans forcément la visio, c'est toujours mieux, mais on arrive à des résultats aussi par téléphone et ça marche effectivement très bien. On a d'excellents retours. Très bien. Une autre question, Brigitte. Sur le dernier slide, je passe à l'action. Avez-vous un exemple concret pour illustrer le passage à l'action? Ah, on ne vous entend pas, Brigitte. Le son est coupé. J'avais enlevé mon micro pour laisser la parole à Damien. Pour illustrer l'opportunité au cœur même de la crise ou pour illustrer le passage à l'action? Le passage à l'action, je pense. Le passage à l'action, ça peut être très, très simple en fait. C'est de pouvoir décider aujourd'hui, maintenant, de quelque chose qui vous ferait du bien et de le mettre en œuvre, tout simplement. Parfois, on se perd dans des concepts élaborés alors que la vie peut aussi être très, très simple. De quoi ai-je envie, de quoi ai-je besoin et de pouvoir simplement se l'accorder. Alors, si effectivement vous avez envie d'un bon resto avec votre conjoint, ça ne va pas être pour maintenant, mais rien ne vous empêche déjà de vous projeter dans où ira-t-on quand on pourra aller quelque part. Voilà, et en attendant de mettre en pratique autre chose qui vous fasse du bien. Mais ça peut être extrêmement simple. Ça peut être adopter une pratique de respiration tous les jours. Ça peut être de se mettre au yoga si on a l'intention de le faire. Bien souvent, le début d'année est on est dans une dynamique d'intention en fait. Et c'est OK. Et on peut faire un premier pas vers une direction que l'on a envie de prendre. Si j'ai toujours eu envie de faire de la peinture, peut-être que je vais pouvoir m'y mettre, voyez. Mais c'est véritablement prendre soin aussi de soi, de son équilibre, parce que quand on est chahuté par une crise sanitaire, quand on est chahuté par un certain nombre de choses, c'est extrêmement important de pouvoir compter sur soi-même pour se faire du bien aussi. C'est sûr. Et alors, une autre question, Brigitte, comment diffuser et faire adopter vos préconisations au sein d'un établissement? Déjà, peut-être en les mettant en œuvre pour soi-même, pour son équipe. Et la diffusion, elle se fait aussi quand c'est juste à travers des personnes qui peuvent être ambassadrices de ces démarches, en fait. Donc, bien souvent, on va démarrer par des phases pilotes avec des volontaires. On va proposer une formation, une conférence, et les volontaires viennent. Et ce sont après ces volontaires-là qui vont contaminer de façon positive, parce qu'on parle beaucoup de contamination négative, mais il y a aussi une contamination positive, de pouvoir contaminer des bonnes choses aussi et des bonnes approches. Parce que l'énergie positive, elle s'attrape aussi, heureusement. Heureusement, c'est sûr. Merci Brigitte. Une autre question, Damien. Un accompagnement de type soutien psy ou coaching est-il aussi efficace à distance qu'en présentiel? Alors, en fait, j'avais il y a quelque temps quelques a priori à ce sujet, et puis la nécessité a fait que j'ai été amené personnellement à animer un groupe de parole en distanciel. On a mis en place quelques retours d'expérience avec des psychologues, et en fait, notamment lors du confinement, l'enjeu social est extrêmement important. Ça nous fait d'ailleurs anticiper l'après-crise. Il y aura un temps de reconstruction des équipes qui sera vraiment extrêmement important. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une gratitude importante des professionnels lors des groupes de parole, y compris en visio, parce qu'il y a ce besoin en fait d'avoir un espace neutre, un espace extérieur où les gens peuvent en fait vider leur sac, mettre en mots. Et ça, c'est des choses qui marchent très bien à distance également. La seule limite, évidemment, c'est l'accès à la technologie. Oui, bien sûr.
Encore une autre question, Brigitte. Si ces émotions ont des choses à nous dire pour les appeler négatives. Ah, pourquoi les appeler négatives alors qu'elles ont des choses à nous dire? Ouais. Alors ça, c'est une excellente remarque. C'est vrai qu'il serait plus juste de parler d'émotions désagréables. Il y a des émotions agréables que l'on souhaite vivre, hein, quand on se sent bien, quand on est dans la joie, etc. Et puis, il y a des émotions qui ne sont pas négatives en elles-mêmes, puisqu'elles ont effectivement des messages à nous transmettre et des choses à nous dire, qu'il serait plus juste effectivement d'appeler les émotions désagréables. Parce que c'est vrai que c'est pas agréable d'avoir peur, c'est pas agréable d'être triste, c'est pas agréable d'être anxieux. Et pour autant, les émotions sont des messagères, hein, donc elles nous disent quelque chose de nous-mêmes et de nos besoins à un moment donné. Excellente question. Merci. Une autre, pour Brigitte, le clean language, pardon, est aussi une belle approche. Qu'en pensez-vous, Brigitte? Alors, clean language, c'est une approche que je ne connais pas, mais moi, ça m'évoque la communication non violente, peut-être, c'est-à-dire le fait de se dire les choses, mais en partant de ce que l'on ressent, sans accuser l'autre, en fait, sans faire porter à l'autre la culpabilité d'une action ou d'une intention. Ça m'évoque ça, en fait. Donc, ce sont des approches très constructives parce que je m'exprime et je m'exprime honnêtement, mais tout en respectant l'intégrité psychique de l'autre. Je ne l'accuse pas, je ne le rends pas responsable d'intentions ou de mauvaises choses, en fait. Donc, effectivement, ce sont de très, très bonnes approches, notamment dans les collectifs de travail. Très bien. Merci. Le temps est imparti. On va devoir donc s'arrêter là. C'est un sujet passionnant. J'imagine que vous avez encore plein de choses à nous partager. Merci beaucoup en tout cas. C'était extrêmement riche d'enseignements. Donc merci pour vos interventions, Damien. Merci Brigitte. Comme je vous le disais, nous vous enverrons d'ici quelques jours le lien vers le replay de cette intervention, de ce webinaire. Et avec, vous aurez justement aussi toutes les autres réponses aux questions que vous avez posées, parce que malheureusement, avec le temps qui nous était imparti sur cette session, nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions. Mais c'est sûr, vous aurez la réponse à toutes vos questions dans l'email qui vous sera envoyé d'ici quelques jours. Merci à tous de votre participation et rendez-vous dans un très prochain rendez-vous d'experts. Merci Damien, merci Brigitte. Et à bientôt. Merci à tous et prenez bien soin de vous. Merci, au revoir. Au revoir.